qui ne posait pas de problème, d'autant plus qu'il faut le reconnaître, vous êtes généralement beaucoup plus silencieux qu'eux. Bon. Cette conférence fait partie d'une suite de conférences. En général, j'en donne une à peu près tous les mois. Ça dépend essentiellement d'une chose qui ne dépend pas de nous, mais qu'on peut calculer aisément, c'est-à-dire la pleine lune. Systématiquement, lorsqu'il y a la pleine lune, il y a beaucoup trop de lumière et nos appareils ne fonctionnent pas bien, ou plus exactement, ils sont eux aussi éblouis. Donc on préfère faire les conférences systématiquement, une fois par mois à peu près, les jours de pleine lune. Aujourd'hui, ce n'était pas tout à fait la pleine lune, mais elle a eu lieu il y a quelques jours seulement, donc la conférence était prévue depuis fort longtemps. La prochaine conférence aura lieu dans un mois sur les satellites du système solaire. Ce n'est pas moi qui choisis les sujets. On se réunit 2 fois par année et on détermine les sujets qui sont les centres d'intérêt de la plupart des membres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part, mais ce sera simplement pour le 2e semestre maintenant, puisque pour le 1er semestre, tout est déjà fixé. Je vais donc vous parler de la lumière, et plus exactement des conséquences de la lumière en astronomie. En effet, la lumière est à peu près le seul moyen de communiquer des renseignements que nous pouvons trouver en astronomie. Compte tenu de la distance, c'est la lumière qui véhicule tous ces renseignements, et vous allez voir avec des lois relativement simples qu'il y en a vraiment beaucoup. La première chose dont je veux parler, c'est un peu d'historique. On s'est intéressé à la lumière depuis très longtemps. Mais on avait des conceptions qui étaient, je ne dirais pas farfelues, mais assez bizarres. En effet, dans l'Antiquité, on se figurait que c'était le regard qui émettait quelque chose, qui éclairait les objets. En effet, une remarque relativement simple, quand on a les yeux fermés, on ne voit rien. Donc ils en avaient conclu que c'était le fait d'ouvrir les yeux qui projetait quelque chose. Il y avait quand même quantité d'autres renseignements qui auraient pu mettre la puce à l'oreille à ces gens-là. Mais enfin, c'était la première conception écrite de la lumière. Première conception que l'on trouve dans le plus ancien ouvrage, qui s'intitulait Optique, et qui a été rédigé, paraît-il, par Euclide, environ 280 ans avant Jésus. Quand on parle de lumière, on a l'habitude de parler de la lumière visible. Or, on obtient, on le sait depuis fort longtemps, beaucoup plus de renseignements avec les lumières qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qui sont situées de part et d'autre de la partie colorée. L'infrarouge, l'ultraviolet, par exemple. Les objets qui sont concernés par l'étude de l'optique sont classés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les sources lumineuses. Les sources lumineuses peuvent être primaires, c'est-à-dire qu'elles émettent elles-mêmes leur lumière. Une flamme, une étoile par exemple, ça émet sa lumière. Une ampoule électrique incandescente ou avec d'autres systèmes tels qu'un gaz qui est excité, ça émet sa lumière. Et puis les sources secondaires. Les sources secondaires reçoivent la lumière des sources primaires et la renvoient. En fin de compte, on est tous une source secondaire, puisqu'on se voit. Il y a tout un tas de lois qui interviennent là-dessus, qu'on ne verra pas précisément. En fin de compte, une source secondaire, c'est un récepteur de lumière. Il y a des récepteurs qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, par exemple toutes les plaques photosensibles, mais également à l'heure actuelle, tous les systèmes tels que l'on les trouve dans les appareils numériques, c'est-à-dire en fin de compte des récepteurs électriques, ni plus ni moins, les cellules photoélectriques. Et puis entre les deux, la propagation de la lumière. La plupart des lois qui ont été faites sur la propagation de la lumière. La première des lois, peut-être la plus importante, la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et isotrope. Isotrope, ça veut dire qu'il a la même propriété dans toutes les directions. Et dans ces conditions-là, la lumière se propage en ligne droite. C'est ce qu'on applique quand on vise avec un fusil, par exemple, ou lorsqu'on vise avec un appareil photo. On applique cette loi.
les milieux ne sont pas toujours homogènes et pas toujours isotropes. En particulier, lorsqu'on a cet effet de mirage. Là, la lumière est courbée. Elle va suivre une loi, toujours la même, qui s'appelle le principe de Fermat. La lumière suit le plus court trajet, le plus rapide en quelque sorte. Et ça donne des impressions assez bizarres. Étienne avait pris une photo du soleil, notre photographe astronome, et on voyait deux soleils. Un soleil qui était en dessous légèrement de l'horizon et un au-dessus. C'est un phénomène de mirage, ni plus ni moins. Ça existe au niveau du sol. Quelquefois, ça va donner, parce que le milieu est vraiment pas du tout homogène du fait des différences de température, ça va donner une sorte de flou, comme s'il y avait de l'eau, en quelque sorte. C'est du flou, ni plus ni moins. La décomposition de la lumière, chose extrêmement importante en astronomie, eh bien, a été déterminée, a été expliquée par Newton. On se figurait avant qu'il existait un certain nombre de phénomènes plus ou moins bizarres, liés à des déités variées, telles qu'Iris, par exemple, qui étaient capables de décomposer la lumière. Newton, paraît-il, en examinant la lumière qui passait dans une vitre cassée, dans la cassure de la vitre, a déterminé que cette lumière était composée de différentes couleurs. Maintenant, si vous regardez effectivement un arc-en-ciel ou autre, les couleurs sont moins tranchées que ça. Il y a une continuité et non pas une discontinuité entre les différentes couleurs. Il a fallu faire l'expérience inverse, c'est-à-dire en reprenant ces couleurs, retrouver la lumière blanche. Il y a un appareil qui s'appelle le disque de Newton, qui consiste à faire des secteurs colorés aux couleurs de l'arc-en-ciel, de le faire tourner à toute allure. La rémanence visuelle, c'est-à-dire en fin de compte l'impression visuelle qui reste dans la rétine pendant quelques fractions de secondes, va permettre de superposer ces couleurs et de redonner du blanc. Il y a d'autres techniques qui sont également appliquées, mais je n'en parlerai pas, ce n'est pas le but de l'opération. Le problème intéressant, qu'on applique là aussi en astronomie, mais en optique en général, les porteurs de lunettes ou autres le savent, eh bien, ce sont les lois de la lumière, de la propagation de la lumière, lorsque ça change de milieu. Là, on a deux milieux différents, donc on n'a plus un seul milieu isotrope. Ces lois ont été déterminées par Descartes, par d'autres d'ailleurs à peu près à la même époque, en particulier un Anglais qui s'appelle Snell. Si vous étiez en Angleterre, on vous dirait les lois de Snell. En France, on parle des lois de Descartes. Disons qu'en général, maintenant, on met les deux noms, comme ça on est tranquille, personne n'est vexé. Là, j'ai conservé Descartes parce que je n'ai pas la photo de Snell. C'est tout. Alors, la première loi, c'est la loi de réflexion. Vous avez le rayon incident qui se trouve sur la gauche, qui frappe une surface réfléchissante et qui renvoie un rayon réfléchi. Eh bien, par rapport à la normale, c'est-à-dire à la perpendiculaire au plan, orthogonale si on veut être vraiment au point de vue mathématique tout à fait correct, eh bien les deux angles sont égaux. C'est la première loi découverte par Descartes. Une deuxième loi qui est encore beaucoup plus importante, c'est celle d'un transfert à l'intérieur d'un autre milieu. En fin de compte, tout le phénomène se passe toujours au niveau de jonction, à la séparation des deux milieux. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait une différence assez sensible. Le milieu d'indice N1 a un angle d'incidence θ1 en rouge, et le rayon réfracté a une incidence de réfraction θ2 avec le milieu d'indice 2. Là, il y a un petit problème. Il y avait une loi qui aurait dû apparaître, mais enfin ça fait rien, on verra après. Ceci a été expliqué de façon beaucoup plus rigoureuse par un ecclésiastique. Il y a eu de très nombreux ecclésiastiques dans l'étude scientifique. Le dernier en date était quelqu'un qui était très doué en astronomie, un monseigneur, je ne me souviens plus exactement de son nom, qui avait fait, avant Hubble, qui avait découvert la loi disons le redshift, la loi d'éloignement des galaxies.
là, avec son chemin optique, il a retrouvé et expliqué, ça on s'en fiche, voilà, les différentes lois que nous allons voir maintenant plus en détail. Donc, loi principale, rayon incident, rayon réfléchi, les angles sont égaux, I égale I', θ1 égale θ2, comme on a vu tout à l'heure. Lorsque nous avons un changement de milieu, là, on a pris des valeurs, plus exactement des symboles beaucoup plus faciles à trouver, c'est-à-dire I pour incident, R pour réflexion, et nous avons la loi générale, N1 sinus I égale N2 sinus R. Sinus, c'est une fonction trigonométrique. La trigonométrie, ça remonte pratiquement à Archimède, mais ça a surtout été développé à cette époque, c'est-à-dire au XVe, XVIe siècle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optique géométrique. C'est avec ça qu'on fait les lentilles, c'est avec ça qu'on fait les miroirs, c'est avec ça, en fin de compte, qu'on fait la plupart des instruments d'optique. Malheureusement, la lumière, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ce n'est pas simplement une lumière géométrique, une optique géométrique, c'est également un système ondulatoire. Huygens a été le premier à déterminer ce système ondulatoire, c'est-à-dire à voir que la lumière a des phénomènes qui ne sont pas du tout explicables par les lois classiques qu'on vient de voir. Il y a en particulier deux systèmes, la diffraction et les interférences, qui sont particulièrement importants. Nous verrons donc ces phénomènes, puis la polarisation, et enfin la vitesse de propagation de la lumière, qui a une importance capitale. Voilà comment on représente la lumière lorsqu'on prend la théorie ondulatoire de la lumière. La lumière, c'est à la fois un champ électrique, qui est ici en rouge, et un champ magnétique, qui est ici en bleu, bleu-vert. Ces deux champs sont orthogonaux. Et ils varient de concert. C'est-à-dire que lorsque l'un diminue, l'autre diminue, et ainsi de suite. Vous voyez qu'ils se regroupent sur l'axe central de propagation X, avec des points de contact qui font en fin de compte les coordonnées 0, 0. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Cette ondulation permet de déterminer les différentes phases de la lumière, visible ou invisible. Vous avez ici au centre le spectre de la lumière visible. En dessous, vous avez les ultraviolets, les rayons X et enfin les rayons gamma. Au-dessus, vous avez l'infrarouge et tout ce qui est ondes radio, four à micro-ondes, télévision, radio, vous avez même des ondes beaucoup plus grandes. Vous avez vu l'ondulation tout à l'heure. Eh bien, l'espace qui est entre deux pics d'ondulation, ça s'appelle la longueur d'onde. Et c'est cette longueur d'onde qui va caractériser les éléments de la lumière. Lorsque la longueur d'onde est très petite, nous avons des ondes inférieures au violet. Lorsqu'elle est plus grande, nous avons des ondes qui sont supérieures au violet. Vous pouvez constater cependant que le spectre visible est très court. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous voyons ne représente qu'une infime partie de ce qu'on pourrait appeler la lumière. Je vous ai parlé de la longueur d'onde. Ça s'exprime en mètres, ça désigne l'espace séparant deux états identiques. La période, qui se note grand T, s'exprime en secondes et désigne le temps séparant deux états identiques, c'est-à-dire le temps que l'onde va passer d'un pic maximum à un pic maximum, par exemple. Vous avez la fréquence, en hertz, qui est l'inverse de la période. C'est le nombre de répétitions du motif de base en une seconde. Et puis vous avez la vitesse de déplacement dans le vide. Cette vitesse a été prise égale, a été calculée d'abord, comme on le verra dans la dernière partie, mais a été prise égale à l'heure actuelle à 299 792 458 mètres par seconde. Autrement dit, en gros, pour venir de la Lune à la Terre, la lumière met à peu près 1 seconde et quelques petites poussières. C'est extrêmement rapide. 8 minutes et 20 secondes pour venir du Soleil. Autre unité, l'intensité lumineuse en candela et la puissance lumineuse en lumen.
J'insiste un peu sur cette puissance lumineuse en lumens, car c'est en gros la même chose que la magnitude d'une étoile, c'est-à-dire la puissance d'éclairement de l'étoile. Je vous ai dit tout à l'heure que la fréquence était l'inverse de la période, F égale 1 sur T. Ou si on préfère remplacer T par ces valeurs exprimées en fonction de la longueur d'onde et de la vitesse de la lumière, ça fait la fréquence égale la vitesse de la lumière, C pour célérité d'ailleurs, sur lambda. Et puis enfin, vous avez une dernière formule qui va nous donner la valeur de la puissance lumineuse en fonction de l'intensité lumineuse et en fonction de l'angle d'éclairement. Vous connaissez la mesure des angles classiques en degrés. Vous connaissez aussi peut-être la mesure des angles en grades. Eh bien, en physique, on n'utilise ni les degrés ni les grades, mais le radian. Eh bien, lorsqu'on a un cône et non plus un angle plan, mais un angle solide, eh bien, on utilise les stéradians, qui sont à peu près analogues au point de vue définition radian, mais cette fois-ci se développant dans l'espace. Émission de lumière, vous avez source primaire, source secondaire. Avec ces émissions, vous avez donc maintenant les couleurs, et puis vous avez comment se comportent les corps. Corps transparent, on voit au travers, la lumière traverse, et si elle est déviée massivement, c'est-à-dire toujours avec la même loi. Corps translucide, cette fois-ci, la lumière traverse, mais dispersée, et par conséquent, on voit non pas l'image, mais l'éclairement. Et enfin, corps opaque, cette fois-ci, le corps est suffisamment important pour empêcher la lumière de le traverser. Vous pouvez cependant avoir la même matière, qui peut être transparente, translucide ou opaque, ça va dépendre de l'épaisseur. Un verre qui fait plusieurs mètres d'épaisseur, ou même quelquefois simplement plusieurs dizaines de centimètres, peut devenir opaque. Par contre, un métal qui est réduit à l'état de feuille, très fine, peut devenir transparent. Si vous regardez les visières des astronautes, vous les voyez dorées, tout simplement parce qu'elles sont recouvertes d'une feuille d'or, et la feuille d'or permet à la lumière de passer. La feuille d'or étant le métal le plus malléable possible, on peut en faire une de quelques fractions de micron, et par conséquent, la lumière traverse. Elle n'a pas la même couleur, hein. La couleur transmise est verte. Mais enfin, ça protège extrêmement bien des rayons du soleil, en particulier des rayons mauvais. Alors, comment se produit cette lumière? Eh bien, d'une façon relativement simple. Si vous connaissez la structure de l'atome, si vous ne la connaissez pas, on la voit très rapidement. L'atome est composé d'un petit noyau. Ça ne nous intéresse pas pour la lumière. Et autour, vous avez 1, 2, 3, quelquefois de très nombreux électrons qui tournent autour de ce noyau. L'image est complètement fausse parce qu'ils ne tournent pas sur des cercles. Ils sont des zones de probabilité de présence. Mais ce qui est intéressant avec les cercles, c'est qu'ils représentent l'énergie nécessaire pour placer ces électrons. En effet, les électrons ne peuvent pas se placer n'importe où, mais un peu comme sur les barreaux d'une échelle. Vous avez deux manières de monter. Vous avez le plan incliné, où on peut mettre ses pieds n'importe où. Là, dans ces conditions, l'énergie peut être à n'importe quel niveau. Et puis vous avez une deuxième manière, l'échelle, avec des barreaux. Et là, on est obligé de mettre les pieds sur les barreaux. C'est évident, parce que si on le met entre les deux, c'est terminé, on se casse la figure. Et bien pour les électrons, c'est à peu près pareil. Ils ne peuvent se placer que sur des barreaux, qu'à des endroits précis, ou à des zones d'énergie précises. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'un électron est un peu en hauteur, un peu plus haut? Eh bien, il peut redescendre un peu plus bas. Si l'espace est libre, bien évidemment, s'il n'y a personne derrière lui. Eh bien, en descendant, il va émettre un photon, c'est-à-dire, en fin de compte, l'élément fondamental de la lumière. Et plus il va descendre d'une façon importante, plus le photon sera énergique et possédera de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ce photon arrive sur un autre atome? Eh bien, il va faire l'effet inverse, il va faire sauter l'électron sur une couche supérieure. Il absorbe. Mais cet électron ne va pas rester, il va descendre. Et ça va réémettre une autre lumière, qui ne sera pas forcément la même d'ailleurs, parce que si l'écart est important, il va pouvoir descendre par étapes. Et ça, c'est la source secondaire. Et cette source secondaire ne peut rentrer en action que si
une source primaire, elle est éclairée. Alors si on représente les niveaux d'énergie comme on les représente la plupart du temps, eh bien vous avez ici les 3 premiers niveaux d'énergie. En fin de compte, le niveau fondamental, celui qui correspond à la position de l'électron la plus basse possible, le premier et le deuxième niveau, le premier et deuxième étage ou le premier et deuxième barreau de l'échelle. Si l'écart se fait entre le premier et le deuxième, vous avez une longueur d'onde, une énergie plus faible, il suffit de faire la différence pour voir l'énergie, et vous avez une longueur d'onde qui correspond par exemple, dans cet exemple-là, au rouge. Si par contre l'écart est plus important, c'est-à-dire qu'il descend entre le premier niveau et le niveau 0, la base, eh bien l'énergie est un peu plus importante, vous avez du vert. Si on avait encore une étape intermédiaire qu'on n'a pas ici, vous pourriez avoir du bleu ou du violet. Et si on prend les 2 étapes d'un seul coup, un électron un peu plus farfelu qui va descendre très rapidement, eh bien il va émettre de l'ultraviolet. Ou alors il va émettre les rayons X. Tout ceci peut être fait, ça dépend essentiellement du matériau, ça dépend de l'énergie qui a été apportée au déplacement des électrons. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ondulatoire, de la lumière, de l'onde. Eh bien, on remarque que lorsque une onde arrive sur un écran percé d'un petit trou, elle est dispersée, comme si tous les points de ce petit trou pouvaient réémettre la lumière. Et on obtient des figures comme ceci. Si le trou est important, seule la partie centrale va exister. Si le trou est petit, vous pouvez avoir 1, 2, 3 anneaux. On observe ceci dans tous les appareils d'optique. On appelle ça les cercles d'Airy. Ça permet de mettre au point de façon très fine le réglage de l'optique. Maintenant, me direz-vous, et si c'est carré? Ben, si c'est carré, on a ça. Au lieu d'avoir des anneaux, on a des petits carrés qui se propagent sur les 4 faces. Un triangle ferait la même chose avec des triangles de base, etc. C'est les phénomènes de diffraction. Ça n'existe que lorsque nous avons un trou suffisamment mince. Tout à l'heure, avec Newton, on a vu qu'on pouvait diffracter, ou plutôt séparer les rayons lumineux, les couleurs, avec un prisme. Ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile, avec un petit appareil qui s'appelle un réseau. Alors le réseau, vous l'avez ici en violet. Vous voyez? C'est une sorte de dents de scie, en quelque sorte. Des petits triangles minuscules. On fait jusqu'à 500 triangles par millimètre. Alors autrefois, on faisait ça avec un appareil extrêmement précis en rayant une vitre. À l'heure actuelle, ça coûte très cher. À l'heure actuelle, on fait tout simplement par moulage, c'est-à-dire qu'on fait une vitre et puis ensuite on moule du plexiglas dessus. On enlève ça comme une serviette et puis on a toutes les quantités nécessaires. C'est moins solide, mais ça suffit largement pour la plupart des opérations. Sauf lorsqu'on a des appareils précis, dans ces conditions-là, on a intérêt à avoir quelque chose. La première diffraction possible, c'est par réflexion. Vous avez sur la partie gauche le réseau, et vous avez la diffraction, plutôt l'image par diffraction qui se fait sur la partie droite. Alors on remarque une chose, c'est que dans le cas du prisme, on n'a qu'un seul spectre. Dans le cas du réseau, on en a plusieurs. Dans le cas du prisme, le spectre est généralement assez étroit. Dans le cas du réseau, on peut l'étendre beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de lumière, il n'y a pas d'absorption par le verre du prisme. On peut aussi le faire par transmission. Là, le réseau est dans le petit appareil que vous avez ici. On en voit une petite partie qui sert. C'est la méthode qu'on emploie généralement le plus facilement. D'autant plus qu'avec ce système-là, on peut projeter sur un écran. C'est un grand écran, c'est absolument impeccable. Alors vous avez une diffraction colorée, et vous pouvez voir qu'au bout d'un certain temps, les couleurs se mélangent. L'utilisation du spectre coloré est absolument essentielle en astronomie. Ça n'a été découvert que vers 1840, c'est tout.
mais c'est un point extrêmement important dans l'utilisation de l'étude, plutôt d'appareils de l'étude d'étoiles, de planètes, etc. Alors vous avez quelques exemples. J'avais fait il y a quelques années avec le matériel du lycée une démonstration, parce qu'on a des lampes qui fonctionnent avec l'hydrogène, l'hélium, l'argon, etc. Et avec des appareils très simples d'ailleurs, hein, munis d'un simple réseau, on obtient des spectres absolument remarquables. Là, vous avez en haut le spectre continu. On a toutes les radiations. C'est un peu ce qu'on voit à quelque chose près avec le soleil ou une lampe ordinaire, une lampe à incandescence. Si à la place de l'incandescence du tungstène, on met un gaz, par exemple l'hydrogène, eh bien, on n'obtient plus un spectre continu, mais un spectre avec des raies. L'hydrogène, vous voyez, a des raies dans le rouge, a des raies dans le bleu clair, et puis a des raies dans le violet. En dessous, l'hélium a un peu plus de raies. L'argon, par contre, est très simple. Rouge, un peu d'orange, un peu de bleu, et le reste, c'est presque d'ultraviolet, donc on ne le voit pas. Vous avez des gaz qui ont beaucoup plus de raies. Par exemple, l'argon. Nitrogène, c'est l'azote. Hein. Le nom scientifique de l'azote, c'est l'hydrogène. Le nitrogène. En dessous, le néon, qui est un autre gaz, le mercure, et enfin, le monoxyde de carbone, qui, lui, est un gaz, mais ce n'est plus un atome, c'est une molécule. Et c'est un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais chaque corps a sa carte d'identité. C'est-à-dire que si on voit arriver cette lumière, on la décompose, on sait la composition du corps. Et on peut le faire, ceci, à très très grande distance. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a découvert l'hélium. L'hélium n'a pas été découvert sur Terre par des méthodes chimiques, mais a été découvert sur le Soleil par une méthode d'analyse spectroscopique. En analysant la lumière du Soleil, on s'est aperçu qu'il y avait des raies qui étaient inconnues. Il a fallu d'abord éliminer toutes celles qui étaient connues, il y en avait une grosse quantité. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu trouver ce nom. Hélios, nom du Soleil en grec, hélium, le nom du produit. Après, on s'est aperçu qu'on en avait quand même pas mal aussi sur Terre. Quand on examine la lumière émise des étoiles, eh bien on peut ainsi déterminer, vous voyez, alors faites bien attention, toutes les raies horizontales que vous avez ici, ce sont des anomalies qui existent même dans de très bons appareils, des anomalies de la lentille, des rayures. Toutes les rayures verticales, par contre, sont celles qui représentent les éléments de ces différentes étoiles. Alors vous avez Rigel, Pollux, Castor, Régulus, Procyon. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ni en intensité lumineuse, ni surtout au point de vue des raies. Mais il y a quand même un certain nombre de similitudes. Hein. Vous voyez cette raie d'absorption noire, par conséquent, parce que vous avez des raies d'émission qui sont brillantes, et puis vous avez les raies d'absorption, c'est-à-dire un manque. Vous avez quelque part un corps qui va pomper la lumière à cet endroit-là, qui va la capter. Et donc ça va faire une raie noire. Vous avez des raies d'absorption qui sont à peu près identiques pour Castor et Régulus. Autre chose qui est très intéressante et qui est de plus en plus utilisée, ce sont les interférences. Alors qu'est-ce que c'est les interférences? Eh bien c'est lorsque deux types d'ondes lumineuses interagissent. La meilleure façon de produire des interférences, c'est de faire deux trous. On appelle ça les trous de Young, parce que c'est lui qui a fabriqué pour la première fois cet appareil. Ainsi on est sûr, puisque la même onde lumineuse arrive en haut, on est sûr d'avoir les deux mêmes identiques de l'autre côté. Eh bien, ces deux ondes interagissent et vont donner une succession de maximum et de minimum. En fin de compte, voilà ce qu'on obtient lorsqu'on analyse cette lumière. Une succession de traits sombres et de traits blancs. Très sombre lorsque les deux ondes se neutralisent, très blanc, très lumineux lorsque les deux ondes se superposent. Voilà un autre dessin qui donne la même chose. Vous avez dans la partie qui est située à gauche les ondes de départ. Dans le premier cas, les ondes sont en phase, elles ont le même maximum au même moment. Dans le deuxième cas, les ondes sont décalées, elles sont en contrephase, et par conséquent, vous avez un maximum avec un minimum. Lorsqu'on superpose ces deux ondes, eh bien, on obtient soit
une onde plus importante, soit plus rien du tout. On me dira à quoi ça sert en astronomie. Mais il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, ça sert pour avoir une meilleure précision et un meilleur grossissement, en fin de compte, des images. On utilise maintenant de plus en plus, au point de vue observation, disons, des grands observatoires. Par exemple, celui qui se trouve au Chili, à l'Atacama. On utilise de plus en plus ces observatoires, ces télescopes, en même temps, pour faire un faisceau d'interférence. On arrive ainsi à multiplier par 100 à peu près la précision du système. C'est-à-dire un télescope qui fait 8 mètres, on va avoir à peu près la même précision, la même finesse d'image qu'un télescope de 50 mètres. Sans avoir à payer le télescope de 50 mètres, évidemment. Revers de la médaille, c'est que la luminosité n'est pas du tout la même. Elle ne dépend que de la taille des télescopes. Par contre, la finesse des images, elle, va dépendre de la position des interférences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va permettre de détecter plus facilement les planètes qui sont autour d'un soleil, d'une autre étoile. En effet, c'est ce qui se passe par exemple pour les satellites de Jupiter. On pourrait les voir à l'œil nu si Jupiter était plus faible. Comme Jupiter est très fort, eh bien Jupiter masque ses satellites. Or Jupiter est un peu trop petit pour qu'on puisse le masquer, c'est-à-dire faire en fin de compte une éclipse artificielle. C'est encore plus vrai pour les étoiles qui sont lointaines. Alors on détecte la phase de l'étoile, on détecte la phase globale de l'étoile plus de la planète, et puis on soustrait la phase de l'étoile. Il ne reste plus que celle de la planète. C'est une méthode qui est beaucoup plus efficace que toutes les autres. Elle est assez délicate. Voici ce que donne l'image d'interférence. Ça ne donne absolument rien à l'œil nu. Il faut la retraduire. Ces interférences ont aussi une autre application, qui n'est cette fois-ci pas celle d'astronomie, mais qui est celle de la photo. En effet, avec ces franges d'interférence, on peut reconstituer une photo en relief. C'est ce que j'avais fait dans les dernières années de fac, il y a déjà maintenant plus de 40 ans. C'est vous dire que c'est un système qui est quand même assez vieux. On prend une photo avec deux sources lumineuses qui sont en phase. Généralement, on utilise un laser, c'est beaucoup plus pratique. Et on a des franges d'interférence sur une plaque. Ensuite, on reprend le même laser, la même longueur d'onde, on envoie la lumière comme sur une diapositive, et on voit se reconstituer l'objet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tournant, on voit les autres faces de l'objet. On ne peut pas faire un tour complet. Ça fait 45, 40, 50 degrés à peu près, mais c'est tout. Et la chose encore la plus bizarre, c'est que si on prend la plaque et qu'on la casse, eh bien on a autant de photos que de morceaux de plaque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la plaque a à chaque un point, pratiquement, les mêmes informations que la plaque totale. On peut réutiliser cette plaque-là. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé, on l'avait cassé, et les morceaux restants redonnaient cette image. Un peu moins grande, parce qu'on n'avait pas assez de lumière pour tout éclairer. Ça, c'était des franges d'interférence en noir et blanc. Vous avez la même chose, des franges d'interférence en couleur. Autre chose qu'on utilise en astronomie, c'est la polarisation. Alors nous reprenons l'image d'une onde électromagnétique, lumière visible ou non. Vous avez les mêmes éléments. Alors cette fois-ci, les couleurs ont été inversées, mais ce n'est pas important. E est devenu bleu et B, le champ magnétique, est devenu rouge. Et puis vous avez cette espèce de truc curieux avec une flèche et un K. C'est ce qu'on appelle le vecteur de Poynting. C'est celui qui va tracer l'énergie de notre système. Eh bien tout ceci, ça ne reste pas fixe, ça tourne. Ça tourne sans arrêt. Mais on peut s'arranger pour que ça tourne, certes, mais en restant dans une certaine direction. C'est ce qu'on appelle la polarisation rectiligne. Alors là, ça représente simplement l'oscillation du champ électrique. Vous pouvez voir que ça oscille autour d'un point, lui suivant une ligne droite. On appelle ça la polarisation rectiligne. C'est celle qui est la plus utilisée.
Vous avez là la polarisation elliptique, ça décrit une ellipse. Et enfin ici, la polarisation circulaire, ça décrit un cercle. Voilà les images développées. Le fameux vecteur de pointing, celui qui nous intéresse, c'est le zigzag en noir. Vous avez le champ magnétique et le champ électrique à chaque fois. Et vous avez la représentation de la polarisation en bas, c'est le trait qui est jaune. À quoi ça sert en optique? Eh bien, ça sert à augmenter le contraste. Nous avons des polarisateurs, des filtres polarisateurs, pour pouvoir, par exemple, voir des contrastes de certaines planètes, de la Lune, pas des étoiles. Ça ne sert à rien, l'étoile étant trop éloignée, il n'y a pas de différence importante. Ça va permettre de mettre en évidence, comme des filtres colorés d'ailleurs, mais avec beaucoup plus d'efficacité, en augmentant le contraste entre les différentes couleurs, de mettre en évidence un certain nombre de points de détail que l'on ne voyait pas autrement. Alors là, vous avez deux photos qui ont été prises. À votre avis, laquelle des deux a utilisé un polarisateur, droite ou gauche? Gauche. Gauche, oui. Effectivement, on voit beaucoup mieux les contrastes, en particulier dans le ciel. C'est particulièrement net. Un polarisateur, c'est aussi, là, on quitte un peu l'astronomie, c'est aussi les fameux cristaux liquides. On polarise ces cristaux liquides et on obtient des chiffres, des représentations, beaucoup de choses que l'on ne pouvait pas obtenir ou qu'on obtenait mal avant. Nous ne sommes pas capables de repérer les polarisations. Nos yeux ne sont pas faits pour ça. Par contre, certains insectes, des animaux aquatiques, des oiseaux, sont capables de percevoir cette polarisation et de l'utiliser pour améliorer leur optique. On l'utilise aussi en chimie, géologie, etc., etc. Mais nous, on l'utilise surtout, tous les jours, avec ces fameux cristaux liquides polarisés. Autrefois, lorsqu'on prenait une photo astronomique, c'était une pellicule qui n'était pas tout à fait classique, mais qui était quand même du même genre que la pellicule qu'on utilisait, c'est-à-dire une pellicule sensible. On pouvait améliorer cette sensibilité avec des traitements, une hypersensibilisation, qui consistait essentiellement à dessécher la pellicule. Il y avait des traitements qui étaient faits industriellement. Le problème, c'est que le traitement ne dure pas tout le temps. Il dure 1 semaine, 2 semaines, et puis après, ça se réhumidifie, puis c'était terminé. Alors, certains avaient mis au point, je n'ai jamais fait pour ma part, une technique avec une cocotte minute qui permettait de dessécher la pellicule, c'est-à-dire d'avoir la pellicule le jour où on en avait besoin et dans les meilleurs états possibles. Eh bien, à l'heure actuelle, on n'utilise plus du tout ce dispositif, on a beaucoup mieux. C'est tous les systèmes de photographie numérique. Alors, la photographie numérique, vous avez ici le principe, un filtre, et c'est là qu'interviennent les différentes couleurs, et un système sensible qui va permettre, à la sortie de ce filtre, de capter les photons des différentes couleurs choisies. Il faut savoir que nos yeux ne sont pas sensibles à toutes les couleurs, mais seulement à 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Lorsqu'il en manque une, eh bien on est daltonien. Et cette couleur va être, la déficience de cette couleur va entraîner une perte de sensibilité évidente. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout les cellules nerveuses, qu'on appelle les cônes, qui permettent de détecter les couleurs. Ils voient en noir et blanc. Alors, allez donc leur expliquer ce que c'est qu'une couleur, c'est totalement impossible. La plupart des animaux n'ont pas de détecteur de couleurs. Ils ont par contre, pour certains, un détecteur de polarisation. Il paraît même que certains oiseaux, tels que l'aigle, ont un 4e type de bâtonnet qui est capable de voir dans l'ultraviolet. C'est ce qui explique leur acuité visuelle très nettement supérieure à celle des autres animaux et des êtres humains aussi.
Eh bien, lorsqu'on veut faire soit avec une pellicule classique, argentique, soit avec un système numérique, lorsqu'on veut faire une photocouleur, eh bien, on va disposer de 3 filtres. Un filtre vert, un filtre bleu et un filtre rouge. Et chacun de ces filtres va avoir une surface sensible derrière qui va permettre de capter ces couleurs. Et après, eh bien, on reconstitue l'image en éclairant les points sensibles que l'on a pu sélectionner avec ces filtres et en réutilisant les mêmes filtres. En fin de compte, n'importe quel système couleur, c'est 3 plaques différentes à coller, mais qui sont toutes en noir et blanc au départ. C'est les filtres qui donnent les couleurs. Un autre élément capital de la lumière, c'est la vitesse de propagation. La vitesse de propagation, c'est une question qui a été posée dès la plus lointaine antiquité. Nous avons ici Empédocle, dont on a une représentation. Je ne sais pas si c'est tout à fait bon, enfin. 450 avant Jésus-Christ. Lui, il avait résolu le problème en disant la lumière, ça vient de Zeus. C'est lui qui éclaire. C'est plus simple. Il était aussi l'inventeur, avant Aristote, des 4 états de la matière. On pensait dans l'Antiquité que la matière était composée de gaz, de solide, de liquide, la terre, l'air, l'eau, et puis un 4e état, c'était le feu. Le premier à essayer de déterminer la vitesse de la lumière d'une façon scientifique a été Galilée. Alors Galilée avait mis au point un système relativement simple de lanterne. Il avait placé un de ses assistants sur une colline un peu plus loin. Lui était de l'autre côté sur une autre colline, pas trop loin pour qu'il puisse voir. Ils attendaient que la nuit tombe. Le premier assistant qui était avec lui allumait la lanterne. L'autre allumait cette lanterne et il s'essayait de calculer le temps nécessaire pour voir. Ça n'a pas marché du tout. Mais il y avait quand même de l'idée. De plus, les méthodes de mesure du temps n'étaient pas très perfectionnées à cette époque, et par conséquent, on ne pouvait pas vraiment voir. Ce qui a conduit à maintenir cette idée, qui datait déjà d'Empédocle, la lumière va à une vitesse infinie. Puisqu'on ne pouvait pas mesurer de temps, c'est que c'était au moins ultra rapide, mais disons presque infini. C'était seulement ultra rapide. Le premier à mesurer cette vitesse de la lumière est un savant danois qui s'appelait Rømer. À cette époque-là, on connaissait déjà les satellites de Jupiter, ils avaient été découverts par Galilée. Or, ces satellites de Jupiter s'éclipsent, c'est-à-dire qu'ils passent derrière Jupiter. Ils disparaissent. On connaissait la loi de gravitation universelle de Newton. On était donc capable de mesurer avec précision le moment où le satellite passait derrière Jupiter et s'éclipsait. Il a donc observé ceci: si la lumière est infinie, quelle que soit la position de la Terre, plus ou moins loin de Jupiter, eh bien, on avait toujours le même temps. Si la lumière était finie, eh bien, il fallait ajouter le temps de passage de la lumière d'une position de la Terre à l'autre. Ça exigeait de faire des calculs, plus exactement des mesures assez précises, dans plusieurs cas. Lorsque la Terre était plus proche de Jupiter, lorsque la Terre était plus éloignée. Eh bien, il a fait ses calculs. Il a obtenu 272 000 km par seconde. C'est d'autant plus remarquable que les données qu'il avait trouvées étaient quand même entachées d'une certaine erreur. En effet, il a obtenu des temps variant entre 22 et 14 minutes. Et on connaissait très mal le diamètre de l'orbite terrestre,
celui de Jupiter aussi d'ailleurs. Et comme on peut le voir, ça oscillait entre 140 et 280 millions de kilomètres, cette différence. Quand on fait le total des erreurs, eh bien il aurait pu obtenir des valeurs très nettement différentes et fausses. Bon, il faut croire qu'il avait un peu de chance. C'est pour cela qu'on s'est abstenu d'utiliser les grandeurs astronomiques et qu'on a fait une mesure avec un dénommé Fizeau. Fizeau, c'était un véritable génie du bricolage. Il a fait fabriquer une roue dentée, 720 dents. Vous l'avez ici, c'est la roue Z, qui tournait à une certaine vitesse constante. Et il envoyait, grâce à la source lumineuse L et au prisme S1, un rayon lumineux qui passait entre les roues, entre les dents. À une distance très éloignée, vous voyez, entre Suresnes et Montmartre, ça fait quand même une belle distance, vous aviez un miroir. À cette époque-là, l'éclairage public était assez inexistant, heureusement. Vous aviez un miroir qui renvoyait la lumière, qui repassait dans un autre passage de roue dentée. Donc, en fin de compte, le temps pour faire la distance delta S correspondait à l'écart de 1, 2, 3, voire plus roue dentée. On pouvait donc calculer le temps mis avec une certaine précision. On faisait varier la vitesse de rotation de la roue. On avait plusieurs types de mesures qui étaient en principe proportionnelles les unes avec les autres. Ainsi, on était capable de déterminer le temps minimal, le temps exact, disons correct. Eh bien, il a obtenu la vitesse de 315 000 km par seconde. Alors, 720 dents, c'est un multiple de 36, disons plus exactement que ça permettait d'avoir une très grande variété de mesures possibles. Il fallait un nombre important de dents, mais il fallait également que c'est une certaine proportionnalité. On retrouve à peu près le même système avec la numérotation sumérienne, qui est en 60e. Les Sumériens ne comptaient pas en chiffres décimaux, mais en 60e. Parce que 60, c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 8, par 9, par 9 plutôt, etc. Donc ça permettait d'avoir énormément de multiples. Le 720, vous voyez que ça fait, à partir de 36 dents, on a beaucoup de possibilités. Voilà. Il aurait peut-être voulu en mettre plus, mais après ça faisait une roue qui était extrêmement grande. Donc, je ne sais pas, la rotation était peut-être plus délicate. Mais il fallait quand même bien viser pour que ça passe entre les deux dents. Là, vous voyez que la lumière ne repassait pas avec la dent qui était ici. Beaucoup plus efficace a été la mesure de Foucault. On retrouve Foucault en astronomie, puisque c'est un expert en optique. Et il était devenu extrêmement doué pour tailler les miroirs, et surtout pour les vérifier. On utilise toujours le test de Foucault, la méthode de Foucault, pour vérifier un miroir. Lorsqu'on a fabriqué un miroir de télescope, eh bien c'est avec son test qu'on réussit à voir s'il est suffisamment correct pour être utilisé. S'il n'est pas correct, eh bien, il faut le repolir encore un peu plus. Alors quel était le principe de Foucault? Eh bien, vous avez un miroir tournant, beaucoup plus efficace que les roues dentées. Vous avez un miroir sphérique, on envoie un rayon lumineux, c'est la source. Le premier miroir renvoie sur le miroir sphérique, qui revient aussitôt, mais entre-temps, le miroir tournant s'est légèrement décalé. Par conséquent, avec les lois d'optique qu'on a vues tout à l'heure, de Descartes, eh bien, l'angle est légèrement différent, faisceau décalé. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de plusieurs kilomètres. Il suffit d'avoir un grand couloir, d'une cinquantaine de mètres, et on obtient le résultat. Tout va dépendre de la vitesse de rotation du miroir. Mais là aussi, on la connaît puisqu'on règle ça avec un moteur. C'est une expérience que j'ai faite autrefois aussi. Et on obtient un bon résultat. Bon, moins bon que celui de Foucault parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que nous. Mais 298 000 km par seconde, c'était vraiment remarquable. À l'heure actuelle, on utilise le laser.
Ça permet d'avoir un faisceau parfaitement cohérent. Et puis, on peut placer le réflecteur très loin. Et on peut calculer cette fois-ci sur des temps qui sont beaucoup plus intéressants. La dernière expérimentation qui a été faite, vous voyez en 78, eh bien, va donner une valeur qui est très proche de celle qui a été retenue. En effet, à cette époque-là, on avait défini le mètre avec une longueur d'onde du césium, et à partir de ce mètre, on calculait la vitesse de la lumière. Et à partir de cette vitesse, eh bien, on a changé la définition du mètre. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que le mètre c'était une valeur pile, on a considéré que c'était la vitesse de la lumière qui était l'étalon. Et on a défini le mètre à partir de la vitesse de la lumière. Par conséquent, il y avait plus ou moins 0,002 km par seconde. Il y avait simplement la valeur de 299, 792, 450 mètres par seconde. Et par conséquent, eh bien, le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en 1 sur 299 798 458 secondes. Ça a permis, c'est une application tout à fait différente. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante physique, et c'est devenu par conséquent un invariant relativiste, puisque dans la théorie de la relativité, et jusqu'à maintenant ça marche, la vitesse de la lumière dans le vide est fixe, quel que soit le repère, mobile ou non, accéléré ou non, la vitesse de la lumière est toujours la même. Et bien noté C pour célébrité. Voilà. Et elle ne sera plus retouchée, puisque sa valeur a été fixée une fois pour toutes. Et c'était elle qui fait ceci. Alors la vitesse de la lumière, et je terminerai là-dessus, eh bien, est extrêmement importante pour mesurer les distances astronomiques. L'année-lumière, par exemple, c'est la distance parcourue en une année par la lumière. La plus proche étoile, qui s'appelle Proxima du Centaure, est à 4,6 à peu près années-lumière de la Terre. C'est la plus proche étoile. C'est-à-dire que lorsqu'on la regarde, eh bien, on la voit avec la lumière qu'elle a émise il y a un peu plus de 4 années. Si on regarde la Lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu plus d'une seconde. Si on regarde le Soleil, ça fait un peu plus de 8 minutes. Si on se regarde, ça fait quelques milliardièmes de secondes, donc c'est totalement négligeable. Mais ça devient plus important dès qu'on quitte la banlieue de la Terre. Par exemple, les sondes qui ont été expédiées sur Mars ne peuvent pas être pilotées de la Terre, alors que certains modules, comme par exemple le Lunokhod soviétique, qui était envoyé sur la Lune, étaient pilotés de la Terre sans problème. La lumière met un peu plus d'une seconde pour venir, un peu plus d'une seconde pour avoir la réponse, 2 secondes, c'est presque un temps de réponse tout à fait normal lorsqu'on conduit une voiture. Pour Mars, ça peut être jusqu'à 20 minutes. Donc 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça peut provoquer un accident de martien d'abord. Bon, ne parlons pas évidemment d'autre chose. Alors il y a une seconde unité qui est venue se greffer, puisque en astronomie, tout au moins, les astronomes professionnels n'utilisent pas l'année-lumière, mais le parsec. Le parsec, c'est la distance à laquelle on verrait la trajectoire, l'orbite de la Terre sous un angle d'une seconde, par seconde. Ça correspond à 3,26 années-lumière. C'est un peu plus. Pour terminer, je vous dirais que la plus grande distance, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Autrement dit, ce qu'on voit à cette distance-là n'a pratiquement plus aucune chance d'être encore en action à la Terre. La lumière, comme on l'a dit depuis fort longtemps, c'est la messagère des astres. Sans cette lumière, on ne connaîtrait pratiquement rien du tout à ce qui se passe en dehors de notre horizon très court. Voilà. C'est assez théorique. On m'avait demandé de refaire cette conférence sur la lumière.
J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé là-dessus. Si vous avez des questions. La prochaine conférence sera beaucoup plus descriptive sur les satellites du système solaire. C'est beaucoup plus intéressant. Visuellement. Oui. Moi j'ai une question à poser en ce qui concerne l'intensité de la lumière, la mesure de l'intensité, c'est-à-dire le candélage. Oui. Imaginons une source lumineuse, qu'elle soit une bougie ou une ampoule. Si on mesure son intensité par exemple 1 mètre, on a un certain nombre de candélabres. Oui. S'il y a un miroir à proximité, est-ce que l'image de cette bougie produit le même nombre de Il y a candélabres? automatiquement un peu de perte. C'est-à-dire que si on passe par l'intermédiaire d'un miroir, il faut faire la distance, hein, parce que ça, on ne travaille pas dans le vide. Hein. Donc il faut tenir compte de la distance. Il y a de la perte. De toute façon, il y a forcément de la perte dans l'intensité lumineuse du fait de la dispersion. Alors par conséquent, l'intensité totale de ce système sera supérieure à l'intensité de la première bougie. Je ne sais pas si ceci était mon clair. Alors là, ce serait plutôt la luminosité qui se supérieure. Ouais. L'éclairage. Donc, Le miroir se contente de renvoyer une partie. Parce que bon, si on prend la bougie qui éclaire dans tous les sens, oui. l'énergie lumineuse va se disperser dans tous les sens. Oui, oui. C'est-à-dire l'intensité lumineuse de la bougie ne changera pas, elle. Pas toujours la même. Mais celle qui va être récoltée, c'est finalement, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait avec une lentille ou un miroir sphérique. C'est tout à fait, tout à fait. C'est tout. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer le maximum de lumière. Mais on ne récupérera pas, on ne multipliera pas la lumière pour autant. La luminosité de la bougie n'aura pas changé. Une bougie entourée de 300 miroirs, par exemple, produira une intensité lumineuse extraordinaire. Non, si on la concentre en un point. Les phares de voiture. Si on la concentre en un point, Ouais. c'est tout. C'est le principe des phares de voiture. Oui, c'est le principe aussi de la loupe. Ah, ouais. Avec la lumière du soleil, on va concentrer l'énergie lumineuse qui se tombe sur la loupe en un petit point. Mais ça ne changera pas, ça ne multipliera pas. Oui, oui, oui. Merci. Il y a pas de quoi. Ouais. Ouais. Cette différence d'intensité lumineuse, c'est le problème de la magnitude. La magnitude, Oui. d'origine, c'est pris, je crois, c'est une année-lumière. Bon, donc la magnitude absolue, c'est une année-lumière. Mais la magnitude réelle est extrêmement variable. Ça dépend essentiellement de la distance qui nous sépare de l'étoile. Et puis, c'est une musique. Et toi, le problème, c'est pas une magnitude de 7? Non, non, c'est moins 2, je crois, moins 2,6. Elle est assez éloignée, là. Oui, oui. Et je crois qu'on n'a que 4 ou 5 étoiles qui ont magnitude positive, c'est-à-dire qui éclairent énormément. La plus forte, c'est Sirius. Vega est important, je crois que c'est 0, Vega. Je me souviens bien, mais il y en a des quantités. Mais Vega n'est pas très loin. Sirius non plus. C'est la proche banlieue. Mais il y a des étoiles qui sont en magnitude absolue beaucoup plus importantes. Le Soleil, je crois que c'est magnitude moins 27. C'est-à-dire très net, très très fort. La Lune, c'est moins 7 lorsque c'est la pleine lune. Comment a-t-on défini le point zéro de magnitude? Alors, la magnitude a été définie par Ptolémée. C'est lui qui a mis au point, on y pensait un peu avant, en remarquant que les étoiles du ciel avaient des luminosités différentes. Donc il a fait un classement assez empirique en comparant les étoiles 2 à 2. Et il a défini ça avec une magnitude de première grandeur. Première grandeur, c'était la magnitude 1, c'était les étoiles les plus brillantes, magnitude 2 moins brillante, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a une échelle qui est inversée. Magnitude 6, c'est beaucoup plus faible que magnitude 3. Et il s'est trouvé que le rapport qu'il avait déterminé entre deux magnitudes était à peu près d'une luminosité de 2,5. C'est-à-dire qu'entre magnitude 1 et magnitude 2, c'est pas moitié moins, c'est 2,5 fois moins. Voilà. Maintenant, on a des moyens bien plus efficaces de mesurer les magnitudes. Mais à cette époque, c'était visuel. Ça a été visuel très longtemps.
Puis après, on s'est aperçu que dans la magie de la première grandeur, il y en avait qui étaient d'un cran plus brillantes que les autres. Donc on a créé une magnitude 0, mais c'est et moins 1, moins 2, et ainsi de suite. À chaque fois que c'était négatif, c'était encore plus fort. Au début, c'était empirique. Vous vouliez revenir sur la polarisation? La polarisation. On peut. Alors, voyons ça. Voilà, c'est commencer là. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les deux champs sont liés. Donc, en fin de compte, quand on étudie la lumière, on étudie généralement le champ électrique. Le champ magnétique va suivre. Le champ électrique est un peu plus facile à repérer. C'est la combinaison des deux qui donne l'énergie. Ces champs oscillent en permanence et de façon assez désordonnée. Mais on peut, avec des filtres, éliminer ce désordre. Ou avec des phénomènes, quelquefois, qui sont naturels. La polarisation, ça peut exister naturellement. Il y a des produits qui sont des produits polarisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont laisser passer la lumière, un peu comme dans un treillage, qu'à un certain point, qu'à un certain endroit. Alors la première polarisation, celle qui est la plus utilisée, c'est la polarisation rectiligne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au lieu que les champs pivotent autour de cet axe, ils vont aller uniquement dans un seul sens. Par exemple, ils vont osciller contre ces deux points. Et on va avoir, alors là c'est le vecteur qui est représenté en bleu, on va le voir ce vecteur qui va suivre une ligne droite. C'est-à-dire que si on met un polarisateur qui est dans cette ligne droite, on va voir la lumière. Si on met le polarisateur ici, ça ne bougera jamais. Ça passera dans cette direction, et comme il n'y a pas d'oscillation dans cette direction, ce sera complètement éteint. Dans nos appareils d'optique, on a des polarisateurs pivotants. On peut éteindre une direction. On peut mélanger deux directions. Ça va permettre d'augmenter le contraste, ça va éliminer en fin de compte certaines réflexions qui sont indésirables. C'est ça qui est intéressant. Alors les autres polarisations, elliptiques et circulaires, sont utilisées dans un certain nombre d'appareils, mais pas directement en astronomie. Là, on va voir une oscillation régulière qui va décrire une ellipse. Si on regarde le vecteur, donc champ électrique, on s'aperçoit qu'il passe par un minimum et par un maximum et qu'il tourne régulièrement. En vérité, une ellipse ne se représente pas comme ça. Une ellipse a deux foyers. Et c'est l'élément entre les deux foyers que là-bas. Le troisième type de champ, c'est le champ circulaire. Cette fois-ci, le vecteur tourne et reste à la même valeur. Si ça oscille uniquement comme ceci, nous allons avoir une ligne bleue qui va être écrite ici. C'est le champ électrique. La ligne rouge va être inversée, c'est le champ magnétique. Et toujours en fonction de ceci. Et le vecteur noir va rester dans le plan central. L'énergie restera dans le plan central. Mais ne va pas passer. Tandis qu'ici, l'énergie va décrire ce cercle. Ça, c'était et là, ce cercle. On le voit démarrer, il va rester. Voilà. Et l'effet, c'est l'effet qu'on a vu ici. On peut faire varier. On peut d'ailleurs, si on polarise une figure, on peut l'éteindre complètement avec un polarisateur inversé. Imaginons par exemple que la polarisation soit uniquement verticale, on met un polarisateur horizontal,
l'image disparaît complètement. Si seulement certains éléments de l'image ont été polarisés, eh bien, on va éliminer tout ce qu'il y a d'autre, c'est-à-dire on va avoir que cette partie-là. Et c'est ça qui est intéressant de l'astronomie. On va éliminer tout l'éclairage annexe qui va perturber, on va conserver l'image. Bon, ça ne marche pas aussi bien que ça, hein, parce que c'est très rare qu'on puisse éliminer complètement une radiation. Mais enfin, ça améliore le contraste. La polarisation, ce serait pratiquement une leçon entière, peut-être toute seule, hein, si vous voulez déclarer ça. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Comment est-ce qu'on obtient, comment est-ce qu'on voit le jaune? Le jaune, l'œil perçoit le bleu, le vert et le rouge, mais et le jaune? Alors, le jaune, c'est une mixture de deux couleurs. C'est-à-dire, bon, en fin de compte, à partir des trois couleurs fondamentales, on peut reconstituer toutes les autres. Ah, ouais. Soit par addition, soit par soustraction. Là, on utilise un système par soustraction, pas par addition. Alors c'est un réflexe du cerveau? Ben, oui, c'est le cerveau qui dit que c'est du jaune, autrement ça pourrait être n'importe quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. La perception des couleurs, c'est psychologique. C'est ça. Les formes aussi, d'ailleurs. Mais sur la rétine, il y a deux sortes de cellules nerveuses. Il y a les bâtonnets, qui sont noirs et blancs, et les autres qui réagissent aux couleurs. C'est-à-dire les bâtonnets vont réagir à n'importe quelle longueur d'onde, et ils vont donner une impulsion nerveuse, tandis que les cônes ne réagiront qu'à une longueur d'onde, bon, qui n'est pas quand même fixe, vraiment très fine, hein, et vont donner une impression de couleur. C'est-à-dire que quand le cerveau reçoit de la part de ce bâtonnet l'impulsion nerveuse, il dit « Ah, certes, c'est du bleu ». Voilà. Donc, il peut y avoir, alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut avoir deux sortes de daltoniens. Ah oui, même en principe, trois sortes. Puisque, il peut être, alors généralement c'est au vert, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le vert qui marche le moins bien. Autrement, on peut avoir des gens qui ne perçoivent pas le rouge ou qui ne perçoivent pas le bleu. Parce que le bleu, c'est moins gênant. Enfin, nous, avec notre appareil, on a eu le rouge qui a été perturbé pendant un certain temps. Bon, ça passait mieux, quoi. Alors après, si on a deux cônes qui manquent, ça ne sert plus à rien. Puisqu'on n'aura que cette couleur et par conséquent, il n'y aura aucune nuance possible. On peut très bien avoir quelqu'un qui a une sorte de cône et une sorte de bâtonnet, que les bâtonnets, ça ne change rien, verra en noir et blanc. Mais on ne pourra pas lui faire comprendre ce que c'est que la couleur, c'est pas la peine. Ça. Donc, essayer d'utiliser cet argument en disant Monsieur le gendarme, je suis daltonien, je suis pas du rouge. Ce qui ne pourra pas automatiquement marcher. Ben, c'est sûr. C'est sûr. D'autant plus que maintenant, le rouge est beaucoup plus gros. Et puis il y a la position aussi. Donc, ça pose pas de problème. Par contre, pour la navigation, pour les bouées, c'est beaucoup plus gênant. Avec les bouées vertes et les bouées rouges dans l'entrée du port, il faut quand même faire très attention. Dans ça, surtout si on n'en repère qu'une seule. Parce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont moins sensibles sur certaines couleurs. Ça, c'est beaucoup plus courant. Enfin, j'en connais plusieurs qui étaient vraiment daltoniens. Il y a très peu de femmes. Oui. Ah, c'est une très nombreuse maladie des yeux, et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire pour une carence de... Oui. D'autres questions? Non, ben, je crois qu'ils ont préparé des galettes.
pas le dire là-bas. Non, non, d'accord. Leur payer un coup à boire.